Ravie de vous recevoir pour un live, Jeanne Balibar, et de faire participer nos auditeurs internautes à cette rencontre, puisqu'ils pourront vous poser des questions qu'on verra là. Et d'autant plus fière et contente de vous avoir que vous êtes une actrice assez singulière parmi les actrices françaises. D'abord une vraie intellectuelle, normalienne, fille d'un grand philosophe et d'une grande physicienne. Et puis en plus totalement pluridisciplinaire, puisque vous êtes un peu danseuse, beaucoup chanteuse. Vous venez même d'interpréter Barbara dans le film de Mathieu Amalric, qu'on aura l'occasion d'évoquer tout à l'heure. Et en plus, vous êtes polyglotte, puisque vous interprétez pour Avignon cet été le dernier spectacle en allemand de Frank Castorf. Je vous laisse dire le titre, parce que je vais le massacrer. Kabale der Scheinheiligen. Castorf. Qui veut dire la cabale des dévots, qui est en fait une pièce que Bulgakov a écrite sur Molière et l'affaire du Tartuffe, et qu'on utilise aussi dans le spectacle avec tout un tas d'autres textes, et notamment le roman de la vie de Molière de Bulgakov, mais on en reparlera peut-être après. Oui, Frank Castorf, avec qui vous avez déjà pas mal travaillé, La Dame aux Camélias, les frères Karamazov, et qui est l'immense metteur en scène allemand, un peu iconoclaste, un peu fou, un peu visionnaire, que l'on sait, qui vient de quitter la Volksbühne de Berlin. Mais on aura aussi l'occasion de vous en reparler. Alors, racontez-nous ce que c'est que ce spectacle qui va être donc créé au Parc des Expositions à Avignon, du 7 au 13 juillet, je crois, qui dure 6 heures. 5, je crois. 5 Et qui mêle Fassbinder, Molière, Corneille, Racine, Bulgakov. Alors, de quoi ça parle, même si ça reprend la querelle des dévots de Molière, donc la création de Tartuffe? Oui, enfin, ça parle de la vie d'une troupe, en fait, la vie d'une troupe de théâtre, et à travers ça, les rapports entre l'art et d'un côté, les relations privées entre les gens qui le font, et de l'autre, les relations de pouvoir avec les gens qui leur donnent ou non la possibilité d'exercer leur art. Voilà, je crois qu'il faut dire ça comme ça. Et au milieu de cette constellation, il y a Molière et Madeleine Béjart. Donc, Molière qui est joué par Alexander Scher et Madeleine Béjart que je joue moi. Et donc, le spectacle retrace une espèce de... quand même une histoire de la vie de Molière tout entière. C'est pour ça que comme l'illustre théâtre, on joue de la tragédie. Alors, il se trouve que les scènes de tragédie qu'on joue, c'est Phèdre de Racine. Ça, c'est une liberté, c'est une licence poétique, puisque Phèdre, en fait, date d'après. Mais enfin, Molière a joué des tragédies, comme on sait. Voilà. Et puis, on joue aussi beaucoup de scènes de pièces de Molière elle-même. Pas du Tartuffe, d'ailleurs, du Bourgeois gentilhomme, de Scapin, comme ça à l'intérieur du spectacle. Et puis Franck a mélangé ça comme il fait toujours. Vous savez, c'est toujours des montages de textes avec Prenez garde à la Sainte Putain de Fassbinder, qui est aussi l'histoire d'une troupe de cinéma pour le coup. Et donc tout ça se mélange et des rapports avec l'argent des producteurs. Donc il y a d'un côté ces rapports d'une troupe de théâtre avec le pouvoir politique, et d'autre part, de façon à dire les choses plus cash, pour ainsi dire, les rapports de cette troupe de cinéma avec l'argent. Voilà. Et qu'est-ce qui est le plus vénéneux, le rapport à l'argent ou le rapport au pouvoir politique? C'est la même chose, en fait. C'est juste que nous, on a des textes qui évoquent le rapport au pouvoir politique. C'est toujours un rapport à l'argent. De même que d'ailleurs le rapport à l'argent est toujours un rapport à l'idéologie. Qui donne l'argent, les subventions, c'est ça? Là, il y a plusieurs couches de temporalité qui sont mises en même temps. Il y a l'époque de Molière et le rapport à Louis XIV, qui est ce moment où s'invente la centralisation des financements de la culture, on va dire, hein, et leur mise au service d'une idéologie d'État au lieu de cours privés ou de... Il y a l'époque de Bulgakov lui-même, et c'est le même acteur, Georg Friedrich, qui joue Louis XIV et qui joue Staline.
Et donc le rapport comme ça à la censure politique et à de l'époque soviétique. Il y a, comme toujours avec Castorf, des allusions très personnelles à sa situation du moment et au fait que la municipalité de Berlin, pour favoriser un monde de la scène, on va dire, parce que nous, on ne pense pas que ce soit vraiment du théâtre, un monde de la scène qui est plus en lien avec le monde de la spéculation, de l'art contemporain, a décidé de retirer... Oui, du marché, enfin, ce à quoi on assiste aujourd'hui, qui est le fait que c'est à travers le monde de l'art contemporain un replacement des capitaux et des spéculations qui se fait dans les arts scéniques, mais comme il y a toujours eu une justification ou disons une idéologique des sommes d'argent dévolues à la culture populaire, ou en tout cas qui fait l'interface avec un public vivant. Donc cette situation-là, qui est la situation de Castorf lui-même, est présente aussi dans la pièce. Et puis Fassbinder, les années 70, ce moment comme ça de conjonction d'une extrême liberté et en même temps d'un bricolage avec des espèces de nababs bizarroïdes européens, quoi. Voilà. Mais vous-même, qui êtes une actrice assez engagée politiquement, vous avez défendu les réfugiés, vous avez défendu des tas de choses. Qu'est-ce que vous pensez de la position de l'artiste face au pouvoir? Quel est son rôle? Quel est le rôle du théâtre? Est-ce que le théâtre doit être un lieu de combat, un ring? Frank Castorf parle de sport brutal qu'est le théâtre. C'est-à-dire que le théâtre, en effet, je pense qu'on on en cherche souvent et on en cherchera toujours et on en a toujours cherché des définitions. Moi, je peux juste dire que ça ne m'intéresse que quand on y représente un conflit. Quand on y donne à voir les conflits qui nous traversent et avec lesquels on ne sait pas quoi faire. Moi, je ne suis pas spécialement une artiste engagée. J'ai signé quelques pétitions, j'ai fait quelques manifestations, j'ai fait quelques déplacements à la préfecture pour... quand j'étais mère d'enfants scolarisés en primaire et qu'il y avait des camarades à eux qui avaient des parents sans papier. Mais j'appelle pas ça, si vous voulez, c'est pas la même chose que Yves Montand. Je prends pas la parole sur des sujets de politique générale. Je me garderais bien de le faire. Pourquoi ? Parce que je pense pas que ce soit un lieu qui... Je pense pas que ça apporte quoi que ce soit en réalité. D'ailleurs, je l'ai fait une fois, je pense que ça ne fait qu'exposer, en tout cas aujourd'hui, je l'ai fait une fois à l'époque où je vivais et travaillais avec Philippe Catherine un peu, enfin on vivait ensemble et on avait inventé des petits sketchs qui devaient passer sur Antenne 2 avant le journal de 20h, enfin c'était en prévision. Et puis on m'a interviewé dans Libération sur l'affaire Hadopi. J'ai dit que j'étais contre. Je suis parue en une. Le lendemain, il y avait les pour, les contre. Et le lendemain de ça, toute la série a été annulée. Des choses qu'on devait... mais c'est tout le temps comme ça. Et à ce moment-là, j'ai compris, il vaut mieux se taire et essayer à travers ce qu'on fait, ou en tout cas, parfois, pas toujours, mais... Vous voyez, c'est des questions qui sont très compliquées sur lesquelles moi, je n'ai pas d'avis définitif. En ce moment, je pense qu'il faut juste travailler et faire exister dans le cadre du travail qu'on fait un moment de liberté. Et c'est de manière à pouvoir dire, eh bien, c'est possible de faire exister un moment de liberté, à en faire avec son corps, avec sa voix, avec sa présence, la preuve dans un moment qui de toute façon est très restreint, parce que moi, ma liberté, je ne m'illusionne pas, je sais très bien qu'elle est nulle. Seulement comment dans vous ce pouvez moment, dire ça elle est nulle parce Pourquoi que votre liberté est nulle? Parce que je préfère, pour des raisons artistiques, ne pas me mettre du côté du pouvoir, c'est-à-dire ne pas entretenir des relations. Combien de fois nous sommes-nous vus, Fabienne Pasco, dans les 25 ans de ma carrière, hein? C'est la deuxième fois. Je ne fais pas partie du pouvoir. Bien sûr que si, bien sûr que si. Comment ça? Bien sûr que si. Télérama n'est pas affilié au pouvoir. Bien sûr que si, toute la presse, mais c'est normal, il y a des... Vous êtes très difficile à rencontrer, vous savez, plusieurs fois, je vous ai souvenu. Je suis difficile à rencontrer parce que je n'ai pas de temps, parce que je ne peux pas prendre sur mon temps de vie personnelle, c'est-à-dire de vie privée,
que ce soit avec les hommes ou avec mes enfants, de vie intérieure, que ce soit avec les livres ou avec la rêverie, et de vie professionnelle, c'est-à-dire le temps que je passe sur une scène ou devant une caméra. Oui, mais dites ça, dites-le comme ça, mais dites pas que les autres sont laissez-moi du côté du finir. pouvoir. Bien sûr que si, vous êtes je n'ai pas de temps à consacrer à cette machine de pouvoir et de contre-pouvoir auquel appartiennent l'administration et ses relais, que ce soit des contre-pouvoirs, mais qui sont à l'intérieur d'un système je n'ai pas de temps pour ça parce que ma vie n'a pas de temps pour ça. Mais ce n'est pas un reproche que je vous fais, ni même aux gens qui le font. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de se protéger de la violence de la société en général et de ce métier en particulier, en rencontrant souvent les journalistes, de façon à ce que ça induit des comportements systématiques qui sont des choses de surface médiatique, des choses de manière de parler des gens, etc., à travers lesquels certains artistes, et des très grands, se protègent. Moi, je pense que faire ça ne me protégerait pas et m'exposerait à moins bien pratiquer mon métier, pratiquer ce qu'on peut appeler mon art et exercer ce court moment de liberté. Voilà, mais ça n'est ni un reproche à votre égard, ni un reproche aux gens qui fonctionnent différemment. C'est mon fonctionnement. Et pourquoi ce métier est si violent? Oui, on va répondre aux questions. Mais alors ça, c'est moins intéressant. Non, mais je suis désolée de le dire à vos internautes. Non, mais on va quand même poser la question. Mais pourquoi ce métier est-il si violent? Et pourquoi il faut se protéger? Parce que violent... Eh bien, écoutez, il est moins violent que d'être dans une usine ou dans un supermarché. Il est moins violent physiquement. Mais il est violent en ceci que, d'abord, moi, je vais vous dire, et je me considère comme une actrice extrêmement privilégiée dans la mesure où j'ai toujours à peu près choisi ce que je faisais. Et ça, c'est déjà un privilège immense. Et aussi dans la mesure où, dans presque tout ce que j'ai fait, j'ai pu avancer dans mon travail. Et ça aussi, c'est un privilège immense. En plus, je n'ai jamais crevé la faim. Et ça aussi, c'est un privilège immense. Et bien quand même, je dirais que 8 fois sur 10, théâtre et cinéma mélangés, j'ai travaillé dans des conditions où le droit du travail n'était absolument pas respecté et où j'ai été victime d'entorses gravissimes au droit du travail. Au théâtre comme au cinéma? Au théâtre comme au cinéma. Pas à la Comédie Française, bien sûr quand que même. si, bien sûr que si. À la Comédie Française? Bien sûr que si, bien sûr que si. Alors expliquez-moi comment. Eh bien, harcèlement moral, harcèlement sexuel. Mais ce n'est pas le seul problème. Quand j'ai été enceinte, j'ai été virée des films que je devais faire. Je n'étais pas au courant de mes droits. Je ne savais pas que je pouvais les défendre. Des contrats de travail ont été rompus abusivement. Vous êtes partie? Je suis partie. Quand j'ai été virée abusivement de tournage, la veille de tournage, sans préavis, etc. La liste est innombrable. J'ai été non déclarée sur un nombre de contrats infini sans pouvoir le signaler. Je vous dis, 8 fois sur 10, j'ai été victime d'entorses gravissimes à la législation du travail. On parle beaucoup du Code du travail. Mais c'est vous dire que si ça m'arrive à moi, privilégiée comme je suis, et aussi de choses d'une misogynie gravissime aussi, si ça m'arrive à moi, c'est vous dire combien ça arrive dans le métier en général et dans la société encore plus. Je pense que je vous dis c'est violent comme la société est violente de façon générale avec les gens qui travaillent et qui ne prennent pas de précautions, qui ne construisent pas de situation de pouvoir, parce que la seule réponse possible, c'est construire des situations où, face à la terreur, on organise le fait de terroriser les autres. Et ça, moi, comment une comédienne pourrait faire? Mais c'est très facile. Eh bien, expliquez-moi. Il s'agit Non, j'ai pas envie de vous expliquer ça maintenant parce qu'on est là pour parler d'autre chose. On est quand même là, mais on est là pour parler quand même d'un spectacle qui s'appelle La cabale des dévots. Ça parle aussi de ça, ce spectacle, c'est-à-dire de comment, à l'intérieur de la société, s'organisent des choses pour empêcher la voie libre. Et c'est ça et moi, je ne suis pas du tout du côté du discours paranoïaque sur le système, etc. Je ne peux plus supporter le mot système, je ne peux plus supporter le mot les médias, je ne peux plus supporter tout ça. Mais je pense qu'il faut voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire que l'être humain, dans cette société présente, est violenté.
Et c'est ça aussi que met en scène le spectacle, c'est-à-dire quelle réponse artistique Molière fait à la violence du corps social, Bulgakov fait à la violence de la situation de la Russie soviétique et stalinienne, quelle réponse on fait nous, et elle est à la violence aussi des rapports de couple, où c'est l'homme qui a le pouvoir sur son actrice. Ça aussi, Franck le met en scène en toute lucidité et franchise. Moi, c'est un mystère pour personne que nous vivons ensemble, que je suis partie, je l'ai rencontré à Paris lors de cette mise en scène de la Dame en Camélia à l'Odéon. Ensuite, comme il a vu que je parlais l'allemand couramment, il m'a invité à venir travailler à Berlin pour La Cousine Bette. Et puis ensuite, on est tombés amoureux. Et depuis, on a fait 5 pièces ensemble. Et je vis la moitié du temps à Paris avec ma vie et mon métier parisien et surtout mes enfants. Et l'autre moitié avec le travail en Allemagne et surtout lui. Et ma vie amoureuse. Mais je veux dire, le spectacle... Et un metteur en scène et une actrice, le metteur en scène a un pouvoir sur l'actrice. Mais vraiment. Il a un pouvoir de fait, c'est mon employeur. C'est mon homme, mais c'est mon employeur. De même qu'autrefois, Mathieu Amalric était mon employeur aussi. Et que le jour où je l'ai quitté, il a demandé aux frères Larieux de me faire virer du film qu'on faisait ensemble. Et les Larieux ont obtempéré immédiatement, qu'on avait préparé ensemble depuis 1 an. Ces choses-là sont réelles. Et elles sont partout présentes dans la société. Et le spectacle montre aussi. Molière dit à Madeleine, tu continueras à faire partie de la troupe, mais maintenant c'est Armande. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux jouer? Et elle dit, mais je ne veux pas jouer dans ces conditions. Et quand même, elle le fait. Et en même temps, Franck extrapole et il met en scène Madeleine Béjart comme trahissant, comme il y a eu des actrices, comme se mettant du côté justement à son corps défendant, du côté de la cabale des dévots, du côté de la Stasi aussi, parce que c'est ça que ça représente. Mais toutes ces choses-là, c'est la chair et c'est le corps, c'est l'endroit où le corps politique, social, ces violences, ces injustices, rencontre ceux qui essaient de les représenter et rencontre aussi la réalité de leur rapport amoureux, sexuel, incestueux éventuellement. C'est pour ça qu'on joue Phèdre et pas autre chose, parce que le thème de l'inceste dans Phèdre rencontre celui de l'inceste dans la vie de Molière réelle, et parce que ces questions-là et qu'en plus à un niveau mythique et mythologique, même quand il n'y a pas ça, ces questions-là nous lacèrent tous depuis le théâtre grec, et que c'est ça qu'on donne à voir. Comme actrice, comme artiste, vous avez été beaucoup exposée à la misogynie? Comme femme, tous les jours, et comme artiste, évidemment, pareillement. On est arrivé, ma génération de femmes est arrivée croyant que nos mères avaient fait tout le boulot, et on a découvert que ça avait progressé de peut-être 2%. Alors, question de Jean. Préférez-vous la scène ou le cinéma? Pourquoi? J'aime autant l'un comme l'autre parce que je me considère comme une polyinstrumentiste, comme il y a dans le jazz, c'est-à-dire des gens qui jouent de 2 instruments complètement différents. C'est très différent de faire des claviers et du saxophone. C'est pas du tout la même technique. Les techniques n'ont rien à voir entre le théâtre et le cinéma. Mais au bout du compte, ce jazzman, par exemple, fera toujours de la musique, et moi, au bout du compte, je joue toujours la comédie. Qu'est-ce qu'il y a de si différent, quand même? Ça n'a rien à voir. Au théâtre, il faut projeter. Au cinéma, il faut travailler pour quelque chose qui est à très peu de centimètres. Au théâtre, il faut travailler pour un angle ouvert. Au cinéma, il faut travailler pour une focale serrée. Au théâtre, il faut styliser dans l'expressivité. Au cinéma, il faut styliser dans l'intériorité. C'est pas le même instrument, que vous voulez que je vous dise. C'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui aiment autant les deux. Pas qui peuvent faire les deux, mais c'est vrai qu'il y a peu de gens qui aiment autant les deux. Et la préparation, j'imagine, psychologique, la physique? préparation, ça n'a jamais rien à voir d'une fois sur l'autre. La préparation, ça dépend du cadre dans lequel on se trouve et du metteur en scène et de sa manière de travailler. Moi, ce que j'aime, c'est m'adapter à la méthode de travail et de préparation d'un metteur en scène. Et puis, c'est-à-dire dire tout le temps oui et puis pervertir le truc de l'intérieur. Mais ça, de toute façon, ça changera avec chaque metteur en scène, que ce soit du théâtre ou du cinéma.
Alors donnez-nous un exemple de perversion une fois qu'on a dit oui. Comment on tord le... Ben, en fait, il faut faire le contraire de ce qu'ils vous demandent, mais il ne faut surtout pas leur dire que c'est ça qu'on va faire. Mais Parce que moi, je pense que arrêter. c'est comme là, non, il ne peut pas m'arrêter. C'est pour ça que je vous dis, c'est un endroit de liberté. Il y a un moment oui, où... mais au cinéma, il peut vous faire recommencer 20 fois. Oui, mais au bout du compte, je ferai toujours ce que j'ai décidé de faire. À l'intérieur de son... C'est un dialogue. C'est comme... C'est pas je vais pas faire ce que j'ai décidé de faire pour faire contre. Absolument pas. C'est parce que je crois absolument et fermement à la phrase de Truffaut. Il faut tourner contre l'écriture et il faut monter contre le tournage. Et nous, les acteurs, Yvette me disait toujours ça, à partir du moment où le premier jour de tournage est commencé, c'est l'acteur qui en sait le plus long sur le personnage. Et moi, j'en sais long, mais pour donner, parce que je crois que l'art, ça se fait à partir de la contradiction, à partir du paradoxe. Si on fait toujours eins zu eins, comme disent les Allemands, si je vais dans le même sens qu'eux, ça ne sera pas intéressant ce que je vais leur donner. Mon devoir, c'est de ne pas être dans la provocation, de ne pas être dans le conflit, de ne pas lui compliquer la vie, mais à l'intérieur de ça, de donner au metteur en scène l'absolue liberté qu'il ne sait pas qu'il me donne. C'est de lui faire découvrir la liberté qu'il me donne. C'est de lui faire découvrir la liberté qu'il aime, la liberté vers laquelle il a de la Sehnsucht, comme disent les Allemands, ou de la Saudade, comme disent les Portugais. Le mot nostalgie dit pas tellement ça en français, mais la liberté qu'il aspire à donner à l'autre, même quand il pense être le pire des tyrans, et même quand il se conduit comme le pire des tyrans, ce qui n'est pas le cas de tous, mais ce qui est le cas de beaucoup. Leur faire le cadeau de la liberté qu'il donne à l'autre, c'est ça mon rôle. C'est quoi un metteur en scène ou un cinéaste qui se comporte comme un tyran ? Bah, c'est quelqu'un qui croit, le pauvre, qu'il faut qu'il ait une grosse bite, même quand c'est une femme. Et ça veut dire quoi concrètement ? Bah, ça veut dire qu'il croit qu'il faut qu'il montre que c'est lui qui dirige, qu'il croit que c'est lui qui montre qu'il a la plus grosse, ou elle qui montre qu'elle a la plus grosse. Ça, c'est l'erreur majeure du cinéaste ou du metteur en scène, parfois même bon. Mais ceux qui ont réussi à comprendre que s'ils sont en creux, s'ils sont en vaginalité, ils obtiendront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais c'est très difficile pour eux et pour elles, pareil. C'est très difficile. Et c'est là qu'il faut qu'on soit généreux, nous, les acteurs, parce que les acteurs savent tous ça. Les acteurs, par exemple, savent qu'il faut qu'ils soient des actrices. Les acteurs, c'est ça qui est merveilleux pour eux. Et c'est pour ça qu'il y en a si peu. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette situation tellement terrible où pour un acteur, il y a 1000 actrices. Au conservatoire, il y a 100 garçons qui se présentent et 900 filles. Dans le métier, il y a 12 000 femmes et 100 acteurs. Et tout ça pour beaucoup plus de rôles d'hommes que de femmes. Parce que les hommes ont beaucoup de mal à accepter d'être des objets. Et pourquoi nous, on accepte mieux? Parce que nous, on a cette chance qu'on ne nous a pas fait croire quand on est arrivé au monde, qu'on allait le dominer. Alors c'est dur, mais au moins, on a la chance d'avoir compris ça dès le premier jour. Et quelque part, c'est dur dans le rapport à l'autre et dans le rapport au social, parce qu'on se fait écraser tout le temps. Mais intérieurement, quelque part, c'est plus doux. Et on accepte d'être une cavité, d'être quelque chose qui reçoit et à l'intérieur de ça, de faire couler l'eau, de la faire agiter, etc. Pour les hommes, c'est plus difficile. Les acteurs, c'est des hommes qui ont accepté ça, mais ils sont peu nombreux. C'est des acteurs qui ont accepté d'être des objets qu'on va remplir et à l'intérieur duquel ils vont faire du tourbillon. Ils sont peu nombreux. Et les metteurs en scène, ils aspirent à ça et il faut le leur donner. Mais ils croient, parce que si tout le monde leur fait croire qu'il faut qu'ils montent, qu'ils tiennent le plateau, mais ça c'est des conneries. C'est-à-dire que c'est des conneries sociales qui les détournent de l'objet de l'art, qui est de dire quelque chose qui est en dehors de ça, complètement en dehors de ça, de représenter les rapports de pouvoir.
comme on le fait dans le spectacle, qui est entièrement là-dessus. Mais de les dépasser, de les subsumer, de les envoyer dans une poésie, de les envoyer dans un nuage, de les envoyer dans un glaive, de les envoyer dans une lumière, de les envoyer dans une image, de les envoyer dans un montage. Et ça, c'est autre chose, c'est ailleurs, d'aller ailleurs. Qu'y a-t-il de Barbara en vous, nous demande Joséphine, et on va vous passer la bande-annonce du film de Barbara. Mais avant ça, je vais dire rien. Dites-le-moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur. Moins fort, calmez donc cette fièvre. Oui, j'écoute. Vous dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez. C'est une femme qui ne vit pas sa vie, elle se la raconte avec tant de force qu'elle finit par y croire, et les autres autour d'elle. C'est en cela qu'il est si difficile de faire une enquête, de savoir les dates, les faits, d'obtenir des précisions. J'avais l'impression qu'il ne s'agissait jamais de la même femme. On était un jour au soleil, au soleil. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur. Et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve. Rien en vous de Barbara? Pourtant, vous lui ressemblez un peu, Jeanne Balibar. Non, vous trouvez que je lui ressemble là? Oui. Là, maintenant, tout de Là, suite, vous oui, trouvez que je même lui votre ressemble? voix. Non, vous vous trompez, ma chère. Mais alors, comment, là, dans le film de Mathieu Amalric qui s'appelle Barbara, qui sort, je crois, le 7 septembre, vous jouez une actrice qui joue Barbara, mais Oui. qui chante aussi. Parfois, Oui. les voix se mêlent. Oui. Et puis, à un moment, on a quand même l'impression, enfin, en tant que spectatrice, que vous êtes carrément vampirisée par le rôle. Vous rentrez en Barbara, vous êtes Barbara. Bah, c'est des phases. Il y a un moment où. Bah, c'est-à-dire que c'était un film sur le vampire. Hein. C'est un film sur le vampire. Moi, j'avais tout de suite dit ça à Mathieu parce que c'était à moi de le lui dire, parce que c'était moi qui devais faire les costumes avec la costumière. Enfin, je veux dire, au sens où c'est toujours l'acteur qui fait les costumes au départ, avant le metteur en scène. Et donc... Ah, je croyais que les costumières vous imposaient au contraire souvent des costumes. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on le fait à deux avec la costumière, mais souvent, sauf peut-être avec Almodovar ou avec des gens comme ça, ou peut-être Hitchcock, j'en sais rien, mais en général, quand même, ce qui se passe, c'est que d'abord, l'acteur rencontre la costumière et elles font à deux, et puis ensuite, on apporte cette chose-là devant le metteur en scène. La chronologie, c'est souvent celle-là. Ce que je veux dire, c'est que la question du costume, on se la pose avec la costumière d'abord. Bon, voilà. Et moi, j'ai dit, mais il faut travailler sur ce que c'est qu'une icône. Et une icône, c'est toujours quelqu'un qui retravaille la tradition du spectacle. Et Barbara, elle retravaille la tradition du clown, c'est évident. C'est un clown blanc qui est noir. Et d'ailleurs, peut-être que je m'en souvenais d'avoir lu ses mémoires il y a très longtemps. Et après, j'ai relu les mémoires et j'ai vu qu'elle le disait, mais ça m'était revenu comme ça. Et l'autre chose qu'elle travaille, c'est à l'évidence la figure de Nosferatu, la figure du vampire, avec ses cols comme ça, etc. Des figures du boulevard du crime. Et c'est aussi comme ça que ça fonctionne, une icône, particulièrement dans la chanson, mais une icône de la culture populaire, quoi. Et donc, il y avait cette question de la vampirisation qui était très présente. C'est pour ça que Mathieu a inventé cette astuce dramaturgique formidable qui est que finalement, Barbara, on ne sait pas quand on la voit le plus. Est-ce qu'on la voit le plus quand on voit l'actrice Brigitte? Est-ce qu'on la voit le plus quand on la voit elle dans les archives? Est-ce qu'on la voit le plus dans les moments où je porte un faux nez et où j'ai la panoplie et où on est interchangeable et où d'une certaine manière on pourrait dire qu'elle me vampirise? Est-ce qu'on la voit le plus à la toute fin où c'est presque l'inverse, c'est presque moi qui la vampirise et il n'y a plus aucun effort fait pour lui ressembler, etc. Moi, très souvent dans le film, je prenais d'autres modèles
Il y a la scène avec Pierre Léon, je lui dis, tiens, je vais faire Delphine Seyrig aujourd'hui. Et vous ressemblez un peu aussi à Delphine Seyrig. oui, mais c'est parce que je pense qu'on faisait un film proustien. On faisait un film, à la fois, on faisait un film, une histoire de vampire, une histoire de Nosferatu, une histoire de bal des vampires. On faisait un film Hitchcockien, parce que quelque part, ça c'était l'histoire de Mathieu avec ce film, c'est-à-dire je prends une femme... C'est Vertigo, quoi. Je prends une femme, je la déguise, j'essaie d'en avoir une autre. Et c'était ça son idée aussi du biopic. Le biopic, c'est forcément faire revivre une divinité morte. Et donc, c'est l'histoire de Carlotta dans Vertigo. Et puis, en plus, il faisait revivre aussi la femme que j'étais quand j'étais la sienne et que je ne suis plus. Et comme dit Proust très bien, on est quelqu'un quand on est dans un couple avec quelqu'un, et puis après, on n'est plus. Ni lui ni moi ne sommes plus ceux que nous étions quand il y a 20 ans, quand on a fait des enfants ensemble. Donc il y avait cette question-là. Vous avez tellement changé. Mais parce qu'on change de n'être plus avec l'autre, et puis par ailleurs, on a beaucoup changé. Oui, bien sûr, tout le monde change énormément. Énormément. En quoi vous avez changé? Oh, mais tout. Mais attendez, parce qu'il faut que je finisse mon premier... finissez. Et par ailleurs, du coup, j'ai perdu mon fil. Le troisième film qu'il y avait là-dedans, je ne sais plus. Tout ce jeu de personnages. Ah bah non, oui, c'est ça. Voilà, c'était un film sur la persistance rétinienne, la persistance des figures dans le temps. Et ça, c'est Proust. Comment ces figures de notre adolescence, de notre jeunesse, de celles de nos parents, Barbara ou autres, restent, enfin en l'occurrence absolument Barbara, évidemment, à cause de sa merveilleuse et sublime singularité. Comment les gens restent? Qu'est-ce qui reste? Ça, c'est la dernière page de la recherche du temps perdu. Qu'est-ce qui reste du temps perdu? Mais qu'est-ce qui vous bluffe chez Barbara? Parce que vous aviez envie de le faire, ce film. Vous avez... Oh, je trouvais que c'était mieux pour elle que ce soit moi qui le fasse que qui que ce soit d'autre. Je dirais que c'était mieux, non pas pour elle, qui évidemment n'a pas du tout besoin de moi, mais pour mon souvenir d'elle. C'était égoïste. C'était pas parce que moi, les personnages, je les aime tous, qu'ils aient existé, qu'ils n'aient pas existé, qu'ils soient dans des bons films ou dans des mauvais films, qu'ils soient méchants, qu'ils soient gentils, qu'ils soient minuscules, qu'ils soient grands. Je sais que je vais tous les aimer. Je les aime tous, toujours. Mais je ne voulais pas que quelqu'un d'autre vienne me gâcher mon souvenir d'elle. Et à ce compte-là, je préférais le faire moi-même, quitte à le gâcher... Autant que ce soit pour moi-même, par moi-même. Qu'attendez-vous de votre public? Faut-il d'ailleurs attendre quelque chose d'un public, demande Claude. Oui, qui m'aime. Tous les acteurs ont besoin d'être aimés? Mais bien sûr, c'est pour ça que mais enfin, je veux dire, avec l'amour, avec ce que ça comporte de haine. Le vrai amour. De l'amour avec de la haine. Parce qu'on n'a pas été assez aimé petite fille? Non. Ou ça n'a rien à voir? Parce qu'on en est tous là, malheureusement. Parce que c'est ça, représenter la banalité de l'homme. Parce que ce qui est beau, c'est la banalité. Ce qui est beau, c'est comme dit Flaubert, la bêtise. La vraie beauté, c'est quand on accepte d'aller à l'endroit où on est banal et bête. Moi, je crois. Vous aimez tous les personnages, vous disiez-vous tout à l'heure. N'importe lesquels. N'importe lesquels. J'aime jouer. J'aime le personnage parce que c'est une aire de jeu. J'aime le personnage parce que c'est un parc pour les bébés. C'est comme quand on est bébé et qu'on vous dit, on vous habille, on vous poudre, on vous proprinette, on vous ploup, on vous apprend des borborigmes et du vrai langage, etc. Et on vous met dans un parc et on vous dit joue. Acteur, c'est ça. Le personnage, c'est ça. C'est le parc à l'intérieur duquel on va pouvoir circuler et jouer. Ou c'est le lit pour un chaton. Pour moi, l'acteur, c'est un bébé ou un chaton. Enfin, c'est ça que j'aime. C'est ce truc de l'absolu qu'il n'y a que jouer qui compte. Et le personnage, c'est l'endroit où on a à la fois la liberté et la sécurité de le faire. Enfin, pour moi. Pour d'autres, c'est sûrement ailleurs. Mais
Ce plaisir, c'est quoi ce plaisir de jouer? Parce que vous ne l'avez pas toujours eu, vous avez fait des études très compliquées. Bon, Un normal sup, une agrégation d'histoire en préparation. Pas passé l'agrégation. Oui, mais enfin, vous étiez pas loin. Donc, le jeu, c'est quoi jouer? Je jouais tout autant. C'est jouer à apprendre. Ça peut être tout autant jouer à apprendre. À être la première de la classe, par exemple? Ça peut être aussi jouer à être la première de la classe, mais ça, c'est un jeu. Après, il y a le même quand on veut faire en plus du métier d'actrice, le métier de vedette. Faire le métier de vedette, c'est faire le métier de première de la classe. Mais alors, moi, j'ai pas le temps. Peut-être que d'ailleurs, ça ne me serait pas. Je veux dire, à un moment, Ça vous amuse, choisir. mais vous êtes une vedette. Mais non, je ne suis pas une vedette au sens classique du terme, parce que j'ai commencé par faire le jeu de la vedette, parce que c'était une continuation du jeu de la première de classe. Et puis aussi parce que j'avais peur, parce qu'on arrive dans ce métier, on a peur, évidemment. Mais après, j'ai eu des enfants, et donc j'avais plus le temps. Parce que faire des enfants, quand on est une mère divorcée, c'est pas la double journée, c'est la quadruple. Et donc, il n'y avait plus le temps pour rajouter une 5e journée de vedette. C'est très amusant de faire la vedette, mais on ne peut pas tout faire dans la vie. Alors, vedette, vous l'avez été à vos débuts, et ça, on va revenir à Avignon. J'adore ce terme de vedette. C'est Jean-Louis Trintignant qui m'a appris à utiliser ce terme de vedette parce que c'est tellement merveilleux et en même temps, c'est une machine à laver. Bien vulgaire qu'on trouve chez Darty. Et encore même plus, dans le temps. Je me demande même si ça existe. Oui, Encore. à Avignon, quand vous avez joué Elvire en 1993, dans la mise en scène de Jacques Lassalle, avec qui vous n'étiez pas trop bien entendu, je crois. Ben non, Jacques Lassalle s'est conduit d'une manière sidérante quand on y pense. Mais j'étais jeune, je ne savais pas ce que c'était. Puis c'était une autre époque, c'était 93. On n'était pas au courant des choses qu'on n'a pas le droit, par exemple, de martyriser quelqu'un au travail. C'est interdit. L'employeur n'a pas le droit de martyriser Mais son comment un employé. metteur en scène peut martyriser quelqu'un au travail? Comment je vais recommencer? Comment je vais faire avec vous? Vous travaillez que pour les photographes? Des insultes, tous les jours des insultes. Des insultes, mais il n'est pas du tout le seul metteur en scène que j'ai rencontré qui fonctionne à l'insulte. Hein. Il y en a Mais beaucoup. sûrement pas. Mais je pense que l'insulte est quelque chose de très présent dans le monde du travail. Oui, oui. Donc Avignon, qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que vous avez été dans la cour d'honneur 2 fois, par les villages aussi, avec Stanislas Nordet, qui faisait la mise en scène de Peter Handke. Pour un acteur, puisqu'on parle d'Avignon, qui va commencer bientôt, ça a une connotation singulière? Quand on est allé voir la cour d'honneur l'année dernière avec Franck, quand il devait choisir si on allait jouer, où on allait jouer, il a vu. Il a dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce son et lumière du Moyen-Âge ?»« Ah non, je ne veux pas jouer là, moi !» Et ça m'a fait rire, parce que moi, j'avais toujours tellement adoré la cour, hein, toujours tellement trouvé que c'était sublime, et alors lui, il trouvait ça Sublime, affreux. pourquoi? Et j'ai toujours aimé les murs, les étourneaux, le coucher du soleil, les pierres, la chaleur dans les pierres, etc. Et puis surtout, en fait, les fantômes, surtout le Villard, surtout même si je n'ai pas connu, les récits, c'est les récits. Dans un lieu, il y a tellement de récits. Les récits, les représentations que j'avais pu voir, tout ça. Vous les sentez quand vous jouez les fantômes? Oui, bien sûr, mais jouer, c'est ça aussi, c'est convoquer les fantômes. Comment on travaille, Franck Castorf? Et bien, justement, ce qui est très marrant, c'est que la première fois que j'ai travaillé avec lui à l'Odéon, je me suis dit, et à l'époque, il n'était pas du tout question de Molière, je me suis dit, ça doit être comme ça que travaillait Molière. Parce qu'il prend des bribes de textes qui viennent de partout, qu'il a sous les yeux, comme ça, plus des machins qu'il invente, toutes les traditions du théâtre, et il nous les balance comme ça. Et il faut les apprendre en une fois. Enfin, faut comprendre quoi, ce qui est, hop, tu fais ça, tu vas là. Et je pense que c'est comme ça que Molière travaillait. C'est-à-dire qu'il disait, Lagrange, tu te mets là, tu prends ce texte de Pascal ou de Descartes, ensuite, hop, tu fais cette improvisation venue de la Commedia dell'arte. Ensuite, hop, on fait venir Machine qui va prendre les textes de la religieuse portugaise et ça va donner Elvire. Ensuite, hop, on fait venir la Duparc et truc et ils vont faire, et il prend un machin de patois qu'il a entendu dans un voyage qu'il a fait et dont il se souvient avec sa mémoire
mort supersonique, et il le balance en impro, et les deux doivent faire Charlotte, et ça devient Charlotte Pierrot. Ensuite, on écrit ça, on vous dit, ah, c'est Don Juan, ça a été écrit par Molière. Non, c'est sûr que ça n'a jamais été écrit comme ça, que jamais Molière s'est assis à faire, alors, Don Juan, gna gna gna, Charlotte, gna gna gna, non, c'est improvisé dans la matière même de la pratique du théâtre. Et Franck, c'est comme ça qu'il fait, c'est-à-dire qu'il vous envoie un texte de Bulgakov, un texte de Phèdre, un texte... Et Phèdre encore, il me dit, dans la première partie, tu vas jouer ça comme pour en finir avec le jugement de Dieu d'Artaud, et tu vas me le faire en français. Et ensuite, il me le fait faire la même chose en allemand, la grande scène de l'acte 2, scène 5, là, prête-moi ton épée, etc. Tu me le refais en allemand, et traduit par Schiller, et là, comme chez Gruber. Comme ça, bon... Et puis ça, c'est une répète. Inutile de vous dire que moi, je comprends rien. J'essaie de percevoir parce que ça parle allemand, hein, c'est pas ma langue maternelle. Et donc, je le fais comme ça, mais c'est filmé. Ensuite, les assistants me donnent le relevé de ça. Là, je comprends. Ensuite, il y a une répétition en scène et ensuite, c'est la première. Et c'est tout. Plus la vidéo, parce qu'il y aura de la vidéo dans ce spectacle. Oui, ben, la vidéo, mais la vidéo, elle est prise en live. Oui, mais donc la vidéo, c'est pas gênant pour un acteur de penser que son visage est remultiplié sur un autre écran. Non, mais par exemple, c'est un exemple où moi, par exemple, je ne fais pas ce qu'il me dit de faire dans la vidéo, par exemple. Tous ces acteurs allemands, ils jouent comme ils font, vous savez, face caméra, ils parlent, ils se mettent comme ça, comme dans la télé-réalité. Moi, je ne veux pas faire ça. Moi, je joue cinéma. Parce que je viens d'un pays où il reste une tradition vivante de cinéma, contrairement à l'Allemagne, et donc je trouve que c'est bien je ne suis pas obligée de faire tout comme eux, quand même. Donc c'est bien de faire quoi jouer cinéma c'est-à-dire ne pas regarder la caméra, pas forcément, ou alors le décider qu'on va faire ça comme chez Bergman, on ne va pas faire ça comme dans le Loft ou dans, je ne sais pas quoi, les trucs de cuisine, là, ou d'ailleurs il y a du Bergman un peu dans les émissions de cuisine maintenant, mais où vous voyez, pas jouer sur un mode forcément expressionniste, mais accueillir de l'intériorité à l'intérieur de la mise en scène, même d'une mise en scène comme ça aussi tonitruante que peuvent l'être parfois les mises en scène de Castorp. C'est un dialogue dans lequel je suis aussi avec lui et avec son théâtre. C'est pas la peine que je fais beaucoup d'efforts pour comprendre tout ce qu'ils font là-bas que nous les Français on ne sait pas faire et pour arriver à les faire. Mais je ne veux pas me mettre à oublier. Ah bah il y a plein de trucs qu'on ne sait pas faire, qu'ils savent faire. Par exemple, être prêt à jouer une première au bout d'une répétition. Et je peux vous dire qu'ils savent tous faire ça. Et pas seulement à la Volksbühne. Parce que nous, on part de milliards d'heures à la table, etc., l'intériorité dans tous les sens. Et à partir de ça, on donne une forme. Eux, ils partent de la forme et à partir de là, ils raffinent, etc. Donc déjà, rien que ça. Et je peux vous dire que dans les écoles, ils apprennent. On parle des acteurs allemands, là. Oui, hein. Les acteurs allemands. Rien que ça, nous, on ne sait pas le faire. Aucun de nous ne sait le faire. Très peu. Quelques très singuliers et encore, par exemple, Bonafé sait faire ça, qui est un très singulier parmi les singuliers. Mais Jean-Quentin Châtelain ne fera pas comme ça, lui, par contre, dans les très singuliers parmi les singuliers. On va conclure par 2 questions. Je voulais quand même vous demander si jouer en allemand, c'était difficile, ou c'était un plaisir, ou c'était une douleur. Bah, c'est les deux. C'est une joie et une souffrance, comme on dit chez François Truffaut, comme l'amour. Parce que c'est pas évident, quand même. C'est horrible. Et c'est génial. Je vous le dis. Horrible en quoi? Génial en quoi? Bah, pour des raisons pratiques, c'est horrible. Par exemple, moi, jusqu'à ce que je joue en allemand, j'ai jamais eu le moindre problème d'avoir la langue qui fourche ou des trucs comme ça. Mais on n'a pas la bouche faite pour faire la gymnastique de l'allemand. Ou alors pour la célérité, la rapidité. Vous voyez, moi, je peux avoir envie de parler très très vite tout d'un coup, et puis après, pour ces choses-là de rythme, la mémoire, c'est un cauchemar, je vous dis que ça. Pareil, moi, j'ai jamais eu de problème de mémoire. Bon, là, des fois, j'en ai. Mais c'est beau, et ce qui est génial, c'est d'être sorti de soi, quoi. Sorti de la langue maternelle, sorti de la gangue maternelle, sorti de ne pas savoir, devoir compter sur autre chose. C'est ça qui est beau. Ariane, et du coup, quel conseil donner aux jeunes actrices pour ne pas tomber dans les pièges que vous avez dénoncés au début de notre entretien? Moi, je n'ai pas dénoncé tellement de pièges, ma chère Ariane. Oh, la misogynie, le harcèlement.
Oui, enfin bon, le harcèlement, il ne faudrait pas faire trop là-dessus, hein, parce que pire que le harcèlement, le non-respect de la loi. Oui, le non-respect de la loi. Aucun conseil à donner, il n'y a pas moyen d'y échapper. Continuer à, je sais pas, essayer de garder sa santé mentale. Trouver les moyens pour garder sa santé mentale. Julia, avec une telle personnalité, Jeanne Balibar, si riche, si forte, peut-on recevoir les personnages et s'imprégner d'eux? Peut-on faire le vide, comme vous disiez tout à l'heure? Pour faire le vide, il faut avoir une personnalité riche et forte, parce que si on a une personnalité pauvre et faible, on cherche toujours à se rassurer et on est obligé de s'accrocher, alors qu'il faut plonger, et pour ça, il faut avoir le courage. Et ce courage, il vient que quand on... Le courage d'être à nu, le courage d'être à vide, et le courage de jouer avec les nuages qui passent, sans se dire « Oh merde, il y a quelqu'un derrière mon dos qui va me taper sur l'épaule ». Ça demande quand même d'être un peu ancré, quoi. Et d'être un peu... Ça, c'est Mnouchkine qui m'a appris ça quand j'ai fait l'audition pour rentrer chez elle, quand justement je commençais... qu'elle ne m'a pas prise. Elle disait, la seule chose qui demande du courage dans ce métier, c'est d'avoir confiance en soi. Merci, Jeanne Balibar.